Isabelle Maréchal. Avec son cœur de justicière, elle parle d'inégalité sans crainte. Jeûner ou ne pas jeûner, telle est la question, comme dirait l'autre. C'est vrai que vous en avez sans doute entendu parler sur Instagram, YouTube ou autres réseaux sociaux. Peut-être même, vous l'avez lu dans un magazine, votre chum le fait, ou vos collègues de travail, ou même votre médecin vous le suggérez peut-être, parce que le jeûne intermittent est de plus en plus populaire. Qu'est-ce que c'est exactement? On résume, c'est une méthode d'alimentation qui alterne les périodes de jeûne et d'alimentation, mais l'idée, c'est on se concentre pas tant sur les aliments que vous mangez, mais c'est beaucoup plus sur l'heure des repas et l'espace, la durée où vous ne mangez pas finalement devient très importante. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon, le jeûne intermittent? Les experts ne s'entendent pas forcément sur le sujet. Alors, on va vous proposer un débat avec deux différents spécialistes. Benoît Arsenault est professeur à la Faculté de médecine de l'Université Laval. Il est chercheur à l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec. Bonjour, Monsieur Arsenault. Bonjour. Éric Simard est docteur en biologie. Il réagit d'ailleurs au texte que vous avez publié, Benoît, où vous disiez, entre autres, vous avez publié un texte dans les journaux, également sur vos réseaux sociaux, et vous parliez des effets du jeûne intermittent avec beaucoup de bémols. Et résumez-moi un peu votre pensée là-dessus, là, pour nos auditeurs. Ben, tout d'abord, Madame Maréchal, merci beaucoup pour l'invitation. Merci de me donner l'occasion de parler davantage de ce texte que j'ai écrit qui, je vous dirais, sort d'une démarche que j'ai faite au cours de l'été parce que, ben, comme vous l'avez dit en introduction, moi aussi, sur les réseaux sociaux, dans ma boîte courriel, je reçois énormément de messages de personnes qui me demandent coudonc, est-ce que c'est vraiment aussi bon que ça, le jeûne intermittent? Parce que c'est beaucoup conseillé par des professionnels de la santé. Donc, pour moi, je me suis dit, je vais plonger dans la littérature parce que il y a eu énormément d'études scientifiques qui ont été publiées au cours des 7 ou 8 dernières années. Puis, je dois dire que ces études scientifiques sont assez claires à l'effet que pour l'immense majorité des gens, le jeûne intermittent ne remplit pas les promesses, que ce soit pour la perte de poids ou pour l'amélioration de la santé, que ces promesses sont véhiculées par différents professionnels de la santé puis différents coachs qu'on peut entendre très fort sur les médias sociaux. Donc souvent ce que je trouve, ce qu'on entend dans l'espace public, dans la littérature scientifique, ben il y a un fossé absolument immense. Donc c'est pour ça que moi j'ai cru bon justement prendre l'occasion que j'ai eue d'écrire un texte lettre ouverte qui a été publié dans la presse hier, justement pour remettre en question les bénéfices à l'égard des conséquences du jeûne intermittent. Puis on se rend compte que pour de plus en plus de personnes, ben de pratiquer des restrictions caloriques comme le jeûne intermittent, ben à long terme, ça a beaucoup plus de conséquences négatives que de conséquences positives. Donc je suis très excité et donc c'est pour ça d'en parler avec vous. Et c'est pour ça que vous interpelliez les gens en disant hey, vous êtes pas tannés de jeûner. Pour vous, c'est vraiment pas quelque chose qui est une méthode qui doit suivre, mais il faut le dire aussi à nos auditeurs, je pense que Benoît Arsenault, vous n'êtes pas un fervent des diètes. Pour vous l'avez dit, là, toute restriction calorique, ça a plus de désavantages que d'avantages. Ben moi en fait, je prétends pas. Moi, je dois vous dire d'emblée, je suis pas un clinicien. J'ai pas de patients. Pour moi, ce qui est important, c'est que le message qu'on communique au grand public, ben il soit fondé sur des données probantes et sur le consensus scientifique. Puis j'ai pas l'impression que c'est le cas en ce moment. Donc c'est de là que ma démarche a débuté. Éric Simard, docteur en biologie, a beaucoup réagi à votre lettre. En tout cas, Benoît Arsenault, il m'a écrit tout de suite. Il m'a dit, il faut absolument qu'on parle de ça. Merci d'être là, Éric Simard. Donc, pour vous, à quoi sert le jeûne intermittent? Comment vous voyez le jeûne intermittent? Bon ou pas bon? En fait, dans mon cas, c'est évident que c'est bon, mais il faut faire attention à dissocier nécessairement l'usage du jeûne intermittent pour une question de poids corporel. Là. Ce que j'aime pas, c'est qu'on ramène toujours le discours sur la question du poids corporel, de l'apparence physique. Et de l'autre côté, on oublie aussi que c'est un outil. Il faut toujours voir les outils à notre portée qui peuvent avoir des bénéfices sur les saines habitudes, finalement, comme étant des outils qui peuvent toujours être mal utilisés par n'importe qui. Puis là-dessus, on peut prendre comme exemple l'activité physique. Là.
On sait très bien qu'il y a des gens qui en font trop d'activité physique ou qui s'entraînent très mal. Puis c'est pas une raison pour laquelle on va dire nécessairement à toutes les autres de pas le faire. Voilà. Pour vous, là, Éric Simard, vous dites qu'il y a un très grand nombre d'études, parce que Benoît Arsenault, le professeur, parlait d'études, de certaines études, on y reviendra, là, mais pour vous, il y a quand même un très grand nombre d'études qui ont démontré des bénéfices très clairs du jeûne. Et vous dites que ce n'est pas qu'une question de poids. Non, effectivement. Puis, écoute, Isabelle, j'ai regardé dernièrement, spécifiquement, là, tiens, attendez un instant, je vais revenir avec vous. Oui, pour les gens qui sont sur la télévision de Cube, là, on vous voit. Pour les gens nous écoutent à la radio, Éric, donc, vous disiez, c'est assez clair pour vous, oui. Il y a plus de bénéfices que de désavantages. Ah, écoute, c'est évident. En fait, Isabelle, j'ai relevé dernièrement 3 analyses systématiques avec analyse parapluie qu'on appelle, en fait, qui sont des analyses de l'ensemble de l'information scientifique qu'on a de disponible, qui vont faire aussi une revue complète de plusieurs méta-analyses. OK? Et là, si tu me suis, dans le fond, il y en a une qui a été publiée en 2021 qui relevait 130 études cliniques qui ont été faits sur le jeûne intermittent. Là, je le répète, 130 études cliniques et qui confirment hors de tout doute, en fait, qu'il y a des bénéfices énormes au jeûne et puis même des bénéfices qu'on ne peut pas avoir par la restriction calorique. Et là, c'est là qu'il faut faire attention, en fait, pour que les gens nous comprennent bien, là. Parce que d'un point de vue scientifique, souvent même les papiers scientifiques vont mélanger les deux facettes. On étudie, en fait, les bénéfices de la restriction calorique depuis 1935. Mm-hmm. Et ça a été clairement démontré, en fait, qu'il y a beaucoup d'études scientifiques qui ont été menées, que c'était pas vraiment de la restriction calorique égale sur toute une période d'une journée, mais plutôt du jeûne intermittent qui était mise en application. Et là, quand on regarde, en fait, les méta-analyses qui sortent, puis bon, j'en ai une de 2021, puis une de 2024 qui vient tout juste de sortir, c'est évident qu'on a tout un paquet de bénéfices, autant sur la composition corporelle que sur l'augmentation du bon cholestérol, la baisse du mauvais cholestérol, sur la masse adipeuse, en fait, générale, la composition corporelle s'améliore. Mais on a même une méta-analyse, Isabelle, qui porte sur les effets psychologiques, parce que bon, c'est un point, en fait, qui avait été relevé par Benoît, où il nous disait de causer des troubles alimentaires. Bon, on a même une méta-analyse qui a porté sur 11 études, justement, où ils ont étudié les impacts cognitifs, les impacts psychologiques en tant que tel du jeûne, puis ils ont confirmé que les gens qui font du jeûne intermittent sont moins anxieux, sont moins dépressifs, et tout ceci sans augmentation nécessairement de la fatigue. Donc, il n'y a pas d'impact, en fait, sur la fatigue qui pourrait être ressentie. Et donc, en fait, que même d'un point de vue cognitif, on aurait des bénéfices. C'est pas juste d'un point de vue corporel, c'est pas juste le poids. Bon, alors merci Éric Simard. Je retourne à Benoît Arsenault. En réaction à ce qu'Éric Simard vient de nous dire, Benoît Arsenault. Ben, je vous dirais, premièrement, j'aurais vraiment aimé ça consulter ces études-là, parce que j'en ai consulté moi aussi des études, puis je veux vraiment pas qu'on embarque dans une guerre d'études aujourd'hui. Non, parce que le monde, ils veulent juste savoir s'il faut qu'ils jeûnent ou pas. Pour leur santé. Ben, c'est ça. Donc, mais il y a l'élément santé parce que... Oui, dans la plus récente étude qu'on a soulevée, nous, c'est qu'effectivement, il peut y avoir une perte de poids, puis une amélioration de la santé cardio-métabolique. Puis là où je rejoins Monsieur Simard, c'est justement à l'effet que, au-delà de la perte de poids, il y a certaines interventions qui peuvent avoir des bénéfices métaboliques. Mais entre vous et moi, Madame Maréchal, je pense que l'immense majorité des gens qui pratiquent le jeûne intermittent ou qui pratiquent des protocoles de restriction calorique, là, à un moment donné, il ne faut pas se mentir, c'est pour perdre du poids, puis c'est la raison pour laquelle les gens nous posent la question. Donc, pour ce qui est de la perte de poids, en moyenne, puis c'est vrai que ça a été étudié, puis c'est intéressant parce qu'on peut avoir des débats sur les études. Moi, je vous dirais que le premier bémol que je mets avec ces études-là, puis ça a été relevé dans les méta-analyses, puis c'est vrai que ce que M. Simard dit, je le crois quand il dit qu'il y a eu au moins 130 études scientifiques sur le sujet. Mais ce que les résultats des revues systématiques disent sur le sujet, c'est que malheureusement, l'immense majorité de ces études-là ont duré environ 12 semaines. Donc, 12 semaines, c'est à peu près le temps, je dirais, moyen où est-ce qu'on peut avoir une perte de poids optimale. Mm-hmm. Donc, après 12 semaines, bon, c'est 3 mois, des fois, ça peut aller durer jusqu'à 6 mois. Ouais.
Ben c'est ça, c'est que dans toutes les études, c'est un classique ce qu'on voit, c'est que on perd du poids pendant les premières semaines, puis à un moment donné, notre corps il va se rebeller contre nous. Notre cerveau, on n'a pas évolué pour être capable de soutenir des restrictions caloriques à plus long terme. Puis quand on se place dans une situation de restriction calorique, justement, ben notre corps va mettre en branle plusieurs mécanismes qui s'apparentent vraiment à la famine. Donc, on va mettre en place des mécanismes de stockage de gras plutôt que de perte de graisse. Donc, on va vraiment venir diminuer notre métabolisme de base. Donc, on va brûler moins de calories parce qu'on en consomme moins. Puis, à long terme, justement, quand on se rend compte qu'on n'est pas capable de soutenir cette restriction calorique-là, ben, pour la plupart des gens, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont non seulement revenir à leur poids initial, mais ils vont reprendre le poids qu'ils ont perdu. Puis souvent, ce qu'on va voir, c'est que les marqueurs de santé qui se sont améliorés à court terme vont aussi revenir à leur niveau de base. Ouais, parce puis, que juste un point aussi sur les troubles de comportement alimentaire. C'est sûr que les personnes qui sont atteintes de troubles de comportement alimentaire, quand on parle de troubles de comportement ou de conduite alimentaire, comme par exemple de l'anorexie ou de la boulimie ou des troubles d'hyperphagie boulimique, ben pensez-vous vraiment que ces gens-là sont inclus dans des études scientifiques où on va venir diminuer leurs calories? Donc, c'est pas quelque chose... Tu sais, les études scientifiques, c'est fait dans des conditions hyper contrôlé. Il y a beaucoup de facteurs qui font en sorte qu'on peut se qualifier pour une étude scientifique ou pas. Puis je pense que ce serait pas vraiment éthique de demander à des personnes qui sont atteintes de troubles de comportement alimentaire d'entrer dans des protocoles de restriction calorique, même s'ils sont sous supervision médicale. Donc, pour les gens qui n'ont pas de problème ou d'historique de troubles de comportement alimentaire, ben c'est sûr que peut-être que justement, à court terme, la restriction ne déclenchera pas de comportement alimentaire, mais pour la population en général, c'est quelque chose qui est moins étudié dans les études cliniques, malheureusement. Ouais, il y a beaucoup de gens qui posent des questions, qui interviennent là-dessus. Il y a Yvan qui dit comment on se prépare au jeûne et à la reprise alimentaire. Pourquoi jeûner? Comment ça marche? Déjà, peut-être expliquer, peut-être Éric Simard oui, Éric, je dirais comment on fait pour ceux là qui sont des adeptes. Puis il y en a qui me le disent, c'est pas fait pour tout le monde. Là, j'ai une athlète, Laurent, qui m'écrit puis elle dit c'est pas pour perdre du poids, là, c'est vraiment pour autre chose. Mais quelqu'un qui voudrait jeûner de façon intermittente, c'est combien le nombre d'heures là, qui doivent séparer les repas? Oui, bien, en fait, Isabelle, puis après, j'aimerais revenir en fait sur la question de l'effet yo-yo. Oui, ben tout à fait, on va y revenir. Oui. Oui. Écoute, ce qu'on sait maintenant, en fait, là, faut comprendre que progressivement, juste le fait déjà de ne pas manger en soirée, de ne pas manger 3 à 4 heures avant d'aller dormir, ça a déjà un bénéfice santé supérieur au fait que de manger en soirée. Parce que là, la période sans manger va être plus longue. Et plus la période sans manger est longue, plus les bénéfices vont être importants, à aller jusqu'à une certaine limite. Okay? Donc, quand on parle habituellement de jeûne intermittent, on parle d'alimentation. Le vrai terme qu'on devrait utiliser, c'est alimentation à temps restreint, au moins aller jusqu'à 24 heures. Fait que la meilleure façon de commencer, techniquement, c'est de 1, arrêter de manger en soirée. Ça, c'est un bon point. Et de 2, souvent, y aller progressivement, puis de retarder l'heure du déjeuner, quitte à sauter tout simplement et manger juste au midi. Donc, ce qu'on va souvent appeler, en fait, un 18-6 ou un 16-8, c'est qu'on va être 18 heures sans manger, puis on va manger seulement que sur une période de la journée qui va être de 6 heures ou de 8 heures, en fait, dépendamment de l'approche qu'on va appliquer. Mais il faudrait pas se goinfrer, est-ce qu'on n'a pas tendance à se ruer sur la nourriture quand ça fait 18 heures ou 16 heures qu'on n'a pas mangé, Éric? En fait, non, c'est un peu le contraire. Non? C'est un peu étrange, on a moins faim. Mais c'est que, que souvent, le jeûne va nous permettre de reprendre contact avec l'effet de satiété parce que ça va permettre à l'estomac de rétrécir, de reprendre une forme vraiment beaucoup plus petite. Et c'est en grossissant que l'estomac envoie le message, en fait, de satiété. Et souvent, on a perdu contact avec cet élément-là. Même chose qu'on perd un peu contact avec le sentiment d'appétit en tant que tel. Il y a beaucoup de gens qui portent plus attention parce qu'on mange en rapidité, on mange toujours stressé en tant que tel. Fait que souvent, même le jeûne va nous permettre de reprendre contact avec la bonne façon de s'alimenter. On a Viviane au bout du fil. Viviane, elle a essayé le jeûne intermittent. Bonjour. Bonjour Isabelle. Comment ça a marché pour vous? Pas vraiment. Non.
Pas vraiment, parce que la première semaine, je dirais oui. Moi, j'étais sur une base d'à peu près 16-8. Là. On mange à l'intérieur de 8 heures, puis on est 16 heures sans manger. Mon amie m'avait dit, Vivi, tu sais, moi, je maigris à peu près 1 livre par semaine, puis qu'elle m'avait pas dit, puis qu'elle m'a dit a posteriori, c'est qu'elle avait coupé le vin, ça aide à maigrir un peu. Qu'en pensez-vous? Mais moi, je l'ai essayé, malgré ce que j'avais déjà lu, que si on habitue notre corps à fonctionner avec moins de calories, à partir du moment où on remet ces calories-là, le corps stocke. Plus, les cellules ont une mémoire génétique. Alors moi, ce que je lis, c'est que puisque les cellules ont une mémoire génétique, elles vont laisser aller le muscle et vont garder les gras. Ben là, ça marche pas pour moi, là, ça. Ouais. Et puis là, au bout d'à peu près 2 ou 3 semaines, j'avais tellement faim, là, mais tellement faim, que là, j'ai dit, non, ça, c'est complètement ridicule. Mais que c'est pas pour vous. J'avais pas perdu 1 livre non plus. Ouais. Tu veux pardon? C'était pas pour vous, visiblement. Visiblement que non. Et tant mieux si ça fonctionne pour certaines personnes, là, mais pas moi. Puis, et l'idée, Viviane, c'est que vous vouliez perdre du poids. Moi, je voulais perdre du poids, mais ça, c'est la façon paresseuse d'en perdre, parce que si je bouge, ça va peut-être être plus facile. Ouais. Ça, c'est ma réalité, là. Ouais. Merci. Que je l'admette, là. Ouais, merci de votre appel. On a Guylaine. Guylaine qui jeûne, d'ailleurs. Je pense que vous le faites en ce moment, le jeûne intermittent. Guylaine, bonjour. Oui, bonjour, Isabelle. Est-ce que vous jeûnez? Oui, moi, là, c'est idéal pour moi, mais je dois dire, a priori, que je fais pas ça pour perdre du poids. C'est mon horaire de travail qui m'aide tellement à le faire. C'est quoi votre horaire? Parce que moi, là, je termine de travailler vers 17h30. Oui. OK? Le temps de me rendre à Laval, j'arrive à 6h30. Le temps de prendre ma douche, à 8h, il faut que je fasse de dos. Fait que j'ai pas le temps de souper, là. Vous travaillez très tôt le matin? Oui. Fait que quand je me lève à 4h le matin, alors j'arrête de travailler, j'arrête de manger, là, plus tard, 3h, vers 15h30, 16h. Mais on s'habitue. Je me sens moins gonflée. J'ai moins mal au foie. J'ai le foie gras. Mais je m'empêche pas de manger rien, par contre. Mais je prends pas de poids. Fait que donc, pour vous, c'est une bonne façon de le faire. Puis vous faites ça depuis combien de temps? 3 ans. Oh, OK. Est-ce que vous... Mon corps, il s'habitue, Isabelle. Oui, c'est ça. Ben oui. Je me lève le matin. Là, quand je me lève à 4h30 le matin, là, j'ai pas faim. Ouais. J'ai le temps de m'en venir sur ma job. Je m'en viens dans mon petit bureau. Puis, je prends un café. Puis, à 7h, je me starte une toast. Merci. Tranquillement, pas vite. Merci de votre appel. Benoît Arsenault, professeur à la faculté de médecine de l'Université de Laval, je le rappelle. Benoît, beaucoup de gens m'écrivent pour me dire justement, ils sentent, peut-être qu'ils n'ont pas perdu du poids. Puis ça, c'est important de le dire parce que ça met de l'eau dans votre moulin. C'est-à-dire que c'est pas forcément une méthode d'amaigrissement, mais comme Mario Dumont le disait ce matin quand je lui en parlais, lui, il trouvait qu'il y avait plus d'énergie. Et c'est beaucoup ce que les gens me disent, qu'ils se sentent plus énergiques. Bon, là, Guylaine nous disait, moi, je me sens moins ballonné. Fait qu'il y a, est-ce que vous diriez, Benoît, est-ce que ça dépend du métabolisme de chacun, finalement? Parce qu'on revient à ce fameux métabolisme, puis là, on entend toutes sortes de choses, puis les auditeurs font leurs recherches, puis là, ils lisent, si t'arrêtes de manger, ton métabolisme va faire en sorte de garder les calories. C'est quoi la vérité là-dessus, là? Comment ça marche? Parce que même le docteur Martin Junot de l'Institut de cardio de Montréal le conseille un peu. Il dit, ça a quand même des effets bénéfiques sur le cœur. Éric Simard va nous le dire sur la longévité. Il y a tout ça là-dedans, Benoît. Absolument. Puis je dois dire que ça me fait plaisir de répondre à vos questions sur le métabolisme. Les raisons pour lesquelles les gens font le jeûne intermittent vont bien au-delà du métabolisme. Puis je dois dire, en réaction à la dernière auditrice qui vient d'appeler, je dois dire pour les gens pour qui ça peut procurer des bénéfices, qui ont envie de le faire, qui ont des attentes réalistes par rapport à la perte de poids que ça peut avoir, puis les enjeux de santé métabolique, ben moi, je dois dire, je suis pas la police du jeûne intermittent là aujourd'hui. Là. Si les gens veulent le faire, j'ai vraiment aucun problème avec ça. Clairement. Donc, moi, ce que je suis là un peu plus pour parler de peut-être qu'il y a des gens comme ça qui vont prendre la parole. Puis souvent, malheureusement, dans l'espace public, ce qu'on entend, c'est que on entend les gens pour qui ça a fonctionné. Puis il y en a des gens pour qui ça fonctionne. Moi, je les vois, les études scientifiques. Il y a une grande réponse interindividuelle qu'on appelle. C'est-à-dire qu'il y a des gens, il y a peut-être j'aurais envie de dire, peut-être un 20% de personnes que ça pourrait fonctionner, le jeûne intermittent, que, par exemple, ils peuvent perdre du poids, ils peuvent améliorer leur santé,
certaines personnes peuvent justement dire que ça leur donne plus d'énergie. Il faut aussi dire que vu que ces études-là ont été faites à court terme, souvent quand on commence une diète, il y a un effet lune de miel aussi qui se met en place. Donc, au bout de 3 ou 4 mois, ben on peut justement être en lune de miel avec notre diète. Mais bon, comme dans toute relation, cette lune de miel-là va finir par s'estomper justement. Puis souvent, malheureusement, ce qu'on entend, c'est que les gens qui sont justement pour ce type de restrictions-là, ben ils vont en parler pendant qu'ils sont en lune de miel, puis ben justement, hein, on est un peu comme ça, c'est un peu l'information qu'on va retenir. Mais pendant qu'on met l'emphase sur ces gens-là, ben on oublie l'immense majorité des gens qui l'ont fait, ce protocole de jeûne intermittent, ou qui ont essayé à cause d'un conseil d'un médecin ou de leurs amis, ou ils ont entendu ça sur les réseaux sociaux. Puis souvent, ben pour la majorité des gens, comme ça fonctionne pas, comme ils voient pas d'effet à court terme, ben on les entend pas parler de leur expérience parce que malheureusement, ils vont vivre beaucoup de culpabilité, ils vont avoir une perte d'estime de soi. Puis ces gens-là, ils vont un peu vivre dans la honte. Là. Puis c'est un peu ça le problème avec cette culture genre, des diètes. Je suis pas bon, j'ai pas été capable de me finalement discipliner. C'est tout ça là. Ouais. Ben oui, absolument. Puis ça, c'est quelque chose qu'on n'entend pas parce qu'on entend juste les gens pour qui ça a fonctionné puis qui le disent haut et fort. Mais je pense qu'il faut faire attention. Puis justement, j'en reviens aux études scientifiques, au consensus scientifique sur le sujet. Puis c'est là qu'on se rend compte que justement, ben il faut aller au-delà des chiffres à court terme pour regarder l'effet à long terme. Puis je pense qu'il y a autant de résultats que de personnes dans la population. Moi, je pense que le message que je veux envoyer aujourd'hui, c'est ayons des attentes réalistes par rapport à l'effet du jeûne intermittent. Puis si on veut vraiment améliorer notre santé, puis justement, on parle de longévité, je vous dirais, le principal déterminant de la longévité, c'est la condition cardio-respiratoire, c'est notre condition physique. C'est pas le cholestérol sanguin, c'est pas le tabagisme, c'est pas le diabète. C'est notre capacité à consommer de l'oxygène quand on est à l'effort. C'est ça le principal déterminant de notre espérance de vie en santé. Puis quand on fait des protocoles de restriction calorique, que notre métabolisme de base diminue, que oui, peut-être notre masse grasse peut diminuer, mais notre masse maigre diminue aussi, notre masse musculaire. Je pense qu'il faut, je dirais, changer notre message, puis au lieu de miser sur la restriction calorique, pourquoi on devrait pas, par exemple, dire aux gens de manger selon leurs besoins? Ben, j'allais là parce que une auditrice dit, alimentation de qualité. Ouais, j'ai des gens là qui disent, est-ce qu'on pourrait pas juste écouter son corps et ses signaux de satiété? Et puis je me tourne vers Éric Simard parce qu'Éric, vous dites, mais attention, ça fait pas longtemps dans l'histoire de l'humanité finalement qu'on mange 3 repas par jour avec des pauses où on nous dit faut que tu manges des collations. On est un peu viré sur le top avec les collations. Sincèrement, il y a tout ça là. À l'époque, on se rappelle souvent qu'on était des chasseurs-cueilleurs, mais c'est vrai. La notion de manger 3 fois par jour est arrivée peut-être plus tard dans notre histoire alimentaire, Éric. Écoute, tout à fait, Isabelle. Moi, je considère que ça n'aurait jamais dû disparaître complètement des habitudes de vie humaine, le fait de faire du jeûne intermittent, en fait, ou de l'alimentation à temps restreint. Et je pense que là-dedans aussi, il faut pas oublier qu'il y a une façon aussi de se respecter dans tout ça. On parle on parle de nos comportements alimentaires qui peuvent être problématiques, mais les gens qui ont pas faim, on a entendu une dame tout à l'heure, avait pas faim au souper. C'est-tu vraiment problématique de ne pas souper? Ben non. On n'a pas faim au déjeuner. C'est-tu vraiment problématique de repousser le déjeuner à 11h de l'avant-midi? Exact. Honnêtement, il y a énormément de bénéfices santé de démontrer, outre le poids corporel. Puis même sur la question du métabolisme, en passant, je vais me permettre de répondre à la question, là. Il faut différencier 2 choses. Quand on parle de restriction calorique continue, autrement dit, donc, on mange moins de calories, mais sur 3 repas par jour, le métabolisme baisse. Quand on parle de jeûne intermittent, le métabolisme augmente parce qu'on ne mange rien du tout pendant une certaine période de temps. Et là, on a une augmentation du métabolisme. Et donc, mais quand notre métabolisme augmente, on perd des calories, là. L'effet yo-yo qui s'applique habituellement, en fait, aux diètes amaigrissantes qui vont être réalisées sur 3 repas par jour avec des collations, ne s'applique pas au jeûne en tant que tel. On n'est pas dans la même situation.
Le corps humain ne va pas réagir en paniquant et en voulant stocker plus de gras. C'est pas vrai, en fait. Donc, avec le jeûne intermittent, vous dites, Éric, il n'y a pas cette période yo-yo. Donc, comme notre métabolisme augmente, c'est ça, notre métabolisme augmente, donc en théorie, on perd des calories. Donc, si notre métabolisme... Du métabolisme, il y a une augmentation. Mais est-ce qu'on est tous égaux en termes de métabolisme? La réponse, c'est non. Il faut... Non. Et là, il y a un élément intéressant à mentionner aussi, Isabelle, là-dessus, c'est que les études récentes ont montré, puis bon, c'est des études des Américains. Au Canada, on ne doit pas être très loin, mais 2 études d'affilée, en fait, qui ont montré que 88% des Américains sont en mauvaise santé métabolique. La deuxième, 93%. Écoute, c'est terriblement alarmant, là. Et ça veut dire quoi, ça, être en mauvaise santé métabolique? Ça veut dire quoi? Généralement, en fait, c'est d'être en on a perdu le contact avec Éric. Je pourrais vous poser la question, Benoît Arsenault, parce que vous connaissez la réponse aussi. Ça veut dire quoi? Puis ça, là-dessus, je pense que c'est pas pour compte. Ça veut dire quoi être en mauvaise santé métabolique? Ce qu'on voit dans la société, je vous dirais, de plus en plus de personnes qui sont atteintes du diabète de type 2, par exemple. Donc, c'est une maladie qui est évidemment qui a une grosse composante génétique, mais qui est aussi tributaire de notre mode de vie. Puis, j'estime, il y a environ, selon les données de l'INSPQ, je pense qu'il y a près d'un Québécois sur 10 ou un Québécois sur 12 qui est atteint du diabète de type 2. Puis il y en a encore 2 fois plus qui sont en situation de pré-diabète. Donc, ça fait beaucoup de Québécois, là. C'est un vrai enjeu de santé publique. Ça fait beaucoup de Québécois qui sont en mauvaise santé, effectivement. Puis moi, je partage totalement la préoccupation de M. Simard à l'idée qu'il faut justement lever un drapeau rouge pour dire aux Québécois de faire des meilleurs choix. Puis moi, je pense que ça se fait beaucoup plus au niveau des systèmes qu'on met en place, puis de la santé publique, bien évidemment, qu'il y a plusieurs stratégies à mettre en place. Mais je pense que chacune des personnes qui nous regardent présentement peut se poser la question, savoir qu'est-ce que je pourrais faire moi dans ma journée ou dans ma semaine pour être en meilleure santé cardio-métabolique. Voilà. Puis moi je pense que la première chose qu'on doit faire, c'est évidemment on peut se poser des questions sur la qualité de notre alimentation, mais quand on adopte un mode de vie actif, quand on nourrit suffisamment notre corps pour lui permettre d'adopter un mode de vie actif, c'est en passant d'un mode de vie sédentaire à un mode de vie actif qu'on peut voir les plus grands bénéfices sur la santé. Puis pour avoir un mode de vie actif, savez-vous quoi? Il faut nourrir notre corps, il faut nourrir ses besoins. Quand on a faim, il faut manger. Puis oui, il faut manger des glucides pour que notre corps soit capable de performer puis de soutenir nos activités de la vie quotidienne. Donc, c'est un message que je veux lancer aujourd'hui. C'est bien ça, c'est sûr, l'importance de l'activité physique, justement, pour être en meilleure santé au niveau de la population. Tout à fait. Puis ça rejoint tout à fait ce que je citais Dr Martin Junot tout à l'heure de l'Institut de cardio, puis il le disait très bien. Le jeûne intermittent, ça peut être recommandé pour les personnes qui veulent améliorer leur pression artérielle, parce qu'on voit qu'il y a des études qui prouvent que ça peut avoir un impact positif, ça baisse la pression artérielle, comme la glycémie, le taux d'insuline à jeun. Mais en revanche, la pratique est pas recommandée pour les gens qui veulent perdre du poids. Donc, il faut vraiment se connaître, il faut sans doute en parler à son médecin. Et Éric Simard, sur la notion là, de dire l'alimentation, parce que le jeûne intermittent, d'accord pour au niveau du temps, la durée entre chacun des repas, mais en même temps, quelqu'un qui jeûne de façon intermittente, mais qui, au moment de manger, mangerait que des poutines. Là, on s'entend qu'on perdrait le bénéfice, là. Non, mais tu sais, ça peut être ça, là. Non, écoute, c'est évident. On aura tout vu. C'est évident. Puis Isabelle, tu viens de toucher le point principal, là. Ouais. C'est qu'on parle de l'utilisation du jeûne intermittent pour perdre du poids. Ouais. Puis on n'a pas parlé de les gens, ils mangent quoi? Exact. Moi, mon conseil est toujours la même chose. En fait, les gens qui considèrent faire du jeûne intermittent, avant tout, il faut avoir une alimentation impeccable. À partir du moment où elle est impeccable, vous mangez vraiment bien, vous pouvez le considérer. Et moi, je suis convaincu, en fait, que pour le contrôle du poids corporel, c'est un outil fantastique. C'est juste que ça ne permet pas nécessairement de manger n'importe quoi. Si vous mangez n'importe quoi, là, ça vous aidera pas nécessairement. Voilà. Mais sur les gens, on parlait de longévité l'autre jour ensemble, Éric Simard, le jeûne intermittent, c'est bon pour vivre vieux? Pour ceux à qui ça convient. Écoute, honnêtement, ça, d'un point de vue scientifique, les chercheurs de par le monde sont vraiment unanimes. Quand on regarde Walter Longo ou, par exemple, Luigi Fontana, qui est un médecin australien, qui est vraiment un spécialiste de l'alimentation, de la longévité,
ils recommandent justement le jeûne intermittent. Ça fait partie de leur pratique, c'est ce qu'ils font eux autres mêmes. Et Valter Longo étudie encore même les impacts du jeûne intermittent dans le domaine du cancer, avec des protocoles où il démontre même une amélioration au niveau des traitements, des résultats qu'on peut obtenir, en fait, en couplant le jeûne intermittent avec des périodes de traitement du cancer. Puis là, bien sûr, bon, faut en parler à son médecin. C'était très récent. Il vient de publier encore en 2024, en fait, sur le sujet. Ouais, ben il y a Stéphane qui m'écrit, je fais le jeûne intermittent pour la perte de poids, mais pas pour la perte de poids, mais plus pour le fait que je dors mieux, le ventre vide. Ben ça, tant mieux. Puis il y en a qui disent vaut mieux aller se coucher parce que de toute façon, qui dort dîne. Vous la connaissez celle-là. Luc dit il faut augmenter les protéines consommées pour ne pas perdre de muscle, s'assurer de manger assez de légumes pour pas tomber en carence. Lui, il fait ça depuis 10 ans. Il dit que j'ai aucun problème de santé et je ne suis pas maigre à en mourir. Donc, on va parler à Émilie en terminant, oui, c'est le cas de le dire. Bonjour, Émilie. Bonjour. Racontez-moi. Ben, moi, j'ai les deux exemples autour de moi. J'ai ma mère puis ma boss qui ont. Ben, ma boss a fait le déjeuner. Le jeûne intermittent. Ma mère n'a jamais déjeuné de sa vie. Elle a toujours bu du café. Fait que j'ai dit, dans le fond, tu t'es juste trouvé une raison de ne pas déjeuner. De l'autre côté, il y a ma boss elle s'est mise à avoir des faiblesses, des migraines. On lui a dit, là, t'arrêtes ça, franchement, ça ne fit pas pour toi. Tu sais, moi, ce que j'en retire de ça, au bout du compte, c'est qu'on vieillit, c'est sûr que notre corps change, les femmes, on rentre dans notre ménopause. C'est plutôt qu'il faut accepter que notre corps change plutôt que de chercher des moyens drastiques. Exactement. Émilie, merci beaucoup. J'en profite pour remercier mes invités. Éric Simard, docteur en biologie. Benoît Arsenault, professeur à la Faculté de médecine de l'Université Laval, chercheur à l'Institut universitaire de cardio et pneumologie de Québec. Merci à tous les deux. On va refaire ça. Je trouve ça vraiment chouette de vous entendre tous les deux. Et ça éduque pas mal tout le monde là-dessus. Merci beaucoup à tous les deux. Merci.